Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. 20 ans après la haine, rien ou presque n'a changé en banlieue. C'est le constat du réalisateur francilien Lajli dans son premier film Les Misérables en salle ce mercredi 20 novembre. Une œuvre qui interroge sur les rapports entre jeunes et police, sur les tensions sociales aussi qui peuvent conduire au phénomène des violences urbaines. Dernier incident notable dans le département, l'incendie du chapiteau de l'Arche début novembre à Chanteloup-les-Vignes. Comment expliquer ces violences, qui en est responsable et surtout comment les endiguer? C'est le débat du mois et pour parler du sujet, Julien Lecam, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire régional d'Alliance Police Nationale 78 et bonsoir Mohamed Kamli. Bonsoir. Président du comité de quartier des Meuriziers à Trappes. Merci à tous les deux d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je précise que malgré de nombreuses sollicitations des maires des communes qui sont concernés par ces violences, aucun n'a pu se rendre ce soir en plateau. Rappelons qu'en ce moment, il y a le congrès des maires de France et ça peut expliquer effectivement certaines défections. Messieurs, pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter tout de suite le sociologue Fabien Jobard du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. C'est un laboratoire qui est basé à Guyancourt. Il nous parle justement du phénomène des violences urbaines, un phénomène qui n'est pas nouveau selon lui. Écoutez. Il y a quelque chose qui caractérise la France sur ces questions-là, c'est effectivement la récurrence des violences urbaines. Si vous prenez un pays comme l'Angleterre, par exemple, c'était un problème très fort à la fin des années 70, au début des années 80. Le gouvernement anglais a choisi de s'attaquer à l'une des sources du problème, qui est la tension qui existe entre jeunes et police. C'est pas le seul élément explicatif, mais c'est un des éléments qui explique que dans les années 90, les années 2000, la situation était beaucoup plus calme en Angleterre qu'elle ne l'a été en France, ou au contraire, dans les années 90 et 2000, c'est reparti en flèche. Un phénomène donc récurrent de ces violences urbaines qui existent toujours aujourd'hui. On pense forcément aux années 1990, à l'année 2005, année des émeutes en banlieue suite à la mort des jeunes Zied et Bouna. Depuis que vous êtes policier, Julien Lecam, est-ce que ces violences, elles ont toujours existé ou au contraire, elles sont en hausse depuis ces dernières années ? Quel est votre constat ? Alors, sur le département, ce phénomène est en véritable explosion là, depuis l'été dernier. On a vu des événements sur Saint-Germain-en-Laye, avec notamment des incidents à la fête des loges. On a eu après des événements à Sartrouville, Plaisir, les Mureaux, également à Trappes, et là, dernièrement, Mantes-la-Jolie et Chanteloup. Donc, malheureusement, le département est on va dire, habitué à ce phénomène, même s'il est en forte augmentation ces derniers mois. Mais on connaît les événements qui a eu lieu à Trappes en 2013, Chanteloup-les-Vignes, on a eu également en 2006. Donc le département est un département touché par les violences urbaines. Oui. Alors depuis le début de l'année, les violences à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique ont augmenté de 14%. Je précise que ce chiffre n'englobe pas les seules violences commises dans les quartiers. C'est un chiffre plus global qui englobe notamment les violences lors des manifestations des Gilets jaunes. Le moral des troupes, il est au plus bas aujourd'hui. Tout à fait, on peut le voir. Le 2 octobre dernier, vous aviez 27 000 policiers sur Paris pour manifester leur mécontentement. Le département des Yvelines est fortement touché par cette grogne. Il faut savoir que les services du département sont au bord de l'implosion, on peut parler comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'une action est prévue le 5 décembre prochain avec une journée où on invite à fermer les commissariats sur le département. Mohamed Kamli, les violences, notamment entre quartiers, ont été une réalité à Trappes ces dernières années. On pense forcément à la mort du jeune Moussa en 2015, tué par balle, victime collatérale sans doute d'une rivalité de quartiers sous fond de trafic de stupéfiants. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'enlise ? Est-ce que le constat est négatif de votre côté ? Non, sur Trappes, la situation s'est nettement améliorée. On n'a plus cette rivalité puisqu'ils ont conclu à un accord, c'est-à-dire qu'ils ont stoppé les rivalités entre les deux quartiers. Mais c'était un long travail, puisque c'est les grandes du quartier, des deux quartiers et puis des autres de la ville qui ont bénéficié, qui ont permis cette réconciliation. En tout cas, qui était bénéfique pour l'ensemble des citoyens, puisque c'est les premiers qui pâtissent de cette situation, c'est les citoyens eux-mêmes. Non ? Et c'est des violences, précisons-le tout de suite, qui sont l'œuvre d'une minorité. Ça ne concerne pas la majorité du quartier, mais justement, cette minorité, l'œuvre de cette minorité, les violences qu'elles commettent, est-ce que ça nuit justement à la réputation des quartiers ? Ça donne une mauvaise image des quartiers ? Bien sûr. Mais après, c'est un travail de longue haleine. Cette réputation a changé, a modifié.
Et comme on le voit pour les Gilets jaunes, comme on voit dans la difficulté dans nos quartiers sensibles, c'est que la violence ou l'expression ne se manifeste que par la violence. Il n'y a pas d'autre moyen d'expression. Les Gilets jaunes ont trouvé le moyen de revendiquer dans la rue. Dans les quartiers populaires et les quartiers sensibles, cette manifestation va se trouver immédiatement par de la violence, de la casse, ce qui est dommage. On ne cautionne absolument pas. Mais c'est en tout cas une progression et c'est une accumulation de questions ou de réponses auxquelles les habitants ont des questions mais ils n'ont pas de réponse. Donc, à un moment donné, ça découle forcément à de la violence. De leur part, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'expression. Et pourtant, il y a des structures qui sont quand même mises en place pour essayer d'endiguer ces phénomènes. Les structures, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de structures qui essayent d'endiguer ce phénomène-là. Il y a pas on le voit aujourd'hui dans les quartiers. J'y vis pleinement. Je suis président d'un comité de quartier. Nous, on nous restreint nos activités en lien vers ce public ou en lien avec la police pour éviter ces affrontements. Et en tout cas, au moins, il y a un minimum qui a une entente, une écoute, un premier rapprochement, etc., qui pourrait être bénéfique pour tout le monde, et la police et les populations. Si nous, derrière, on nous refuse de mettre en place ces dispositifs-là, on a les mains liées. Et donc le phénomène continue et perdure. Je vous fais réagir, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue forcément pour endiguer ce phénomène au sein des quartiers ? En tout cas avec les associations. En tout cas, c'est limité parce que nous, le département, il manque quasiment 300 fonctionnaires sur le département. Là, sur l'agglomération d'Elancourt, Trappes-Guyancourt, on dénombre à peu près une quarantaine de fonctionnaires en moins. Donc, pour effectivement établir des brigades qui prendraient contact avec les jeunes, ça coûte énormément en effectifs. Mais vous n'avez plus cette possibilité. On peut constater en début des années 2000 qu'il y avait la mise en place et l'ouverture des différents bureaux de police sur le département. Tous les bureaux de police ont été fermés. Donc il y a des commissariats qui ont été fermés. Donc ces unités qui à la base avaient une proximité avec peut-être des jeunes de quartier, on n'a plus ces unités. Maintenant, vous avez même du mal à assurer déjà les missions de police secours sur le département, et c'est des missions que vous ne pouvez plus faire faute d'effectifs. On parlera tout à l'heure du manque d'effectifs. Le cas des violences justement contre les policiers, j'inclus aussi les pompiers qui sont victimes de violences ces derniers mois, qui sont pris dans de véritables guet-apens. Comment on peut les expliquer ? Alors, est-ce qu'on peut mettre sur la table la question des réseaux sociaux ? Il y a des quartiers qui se lancent des défis au travers des réseaux sociaux. Est-ce que ça fait augmenter Je pense qu'il y a un effet de mimétisme. Vous avez, je pense, les réseaux sociaux vont participer au phénomène où les individus vont se copier. Le procédé de Mantes-la-Jolie a été copié à Chanteloup-les-Vignes. C'est le même principe. Les individus brûlent une poubelle, attirent l'intervention des pompiers, préparent un véritable guet-apens. Il faut savoir que c'est des guet-apens qui sont préparés, des tas de cailloux sont préparés, des cocktails Molotov, des feux d'artifice sont lancés dès l'arrivée des forces de l'ordre. Et par contre, il y a un vrai phénomène de copie. Après, de là à ce que les réseaux sociaux, pour moi, ne sont pas à l'origine quand même de ces violences urbaines. Vous qui êtes sur le terrain, Mohamed Kamli, comment vous les expliquez, vous, ces phénomènes de violence, justement ? Sont inexplicables. C'est de la bêtise humaine pure et simple. Je vois pas comment un citoyen peut s'attaquer à un pompier qui est là pour faire du bien à la population et secourir des populations et des vies humaines. Donc c'est pure et simplement de la bêtise humaine. Est-ce que ça part via les réseaux sociaux ou faire du copier-coller la ville d'à côté ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, il va falloir à un moment donné mettre le pied dans le plat et comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, etc. Mais c'est vrai que ça demande des moyens. Ça demande énormément de moyens. Nous, sur le territoire, on n'a pas de moyens. C'est pour ça qu'on a toujours dit, en tout cas, moi, je suis toujours le premier à prôner la discussion autour d'une table, les tables rondes entre les différents acteurs, mais aussi que le politique mette le pied dans le plat. C'est aux politiques d'impulser une dynamique. Si dans nos municipalités, on n'a pas cette volonté de calmer les tensions, de calmer les jeunes dans les quartiers ou d'avoir une bonne relation avec tous les acteurs de cette société,
on ne peut pas avancer. On va parler juste après des solutions. Alors le thème des violences urbaines est en tout cas présent aussi au cinéma. Vous vous souvenez forcément de ce film La haine réalisé par Mathieu Kassovitz et tourné justement au quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes, justement là où a été incendié le chapiteau. Ce mercredi 20 novembre, c'est Les Misérables qui sort au cinéma, prix du jury au dernier festival de Cannes. Et il sera représentant de la France aux Oscars. Le film suit le quotidien d'une équipe de la BAC à Montfermeil. Il parle des tensions entre jeunes et policiers, tensions notamment suite à une interpellation qui dérape en bavure. Alors, ce n'est pas un film anti-flic, pour autant, a assuré le réalisateur Lajli sur le plateau de Click. Écoutez. Je dis, moi, Les Misérables, c'est ni un film anti-flic, ni un film anti-KRA. J'essaie d'être le plus juste possible et de parler d'une situation qui est dramatique aujourd'hui. Donc les policiers, bien sûr, je me mets aussi à leur place, c'est pas évident. Après, je suis pas là à les protéger non plus. Il y en a qui font bien leur travail, il y en a d'autres qui le font moins bien, il y en a qui commettent des exactions. Mais ce que mon film raconte, c'est que tous ces gens, que ce soit les habitants ou les policiers, vivent dans cette misère-là. Une réaction, Julien Lecam, sur ce qui a été dit. Lajli parle de certaines exactions. On parle souvent des bavures. Certaines ont été filmées, des bavures de policiers. Écoutez, moi je n'ai pas vu le film, je ne sais pas de quelle bavure il peut parler. Nous sur le département, les collègues sont formés, il n'y a pas eu d'incident en marge des violences urbaines. D'ailleurs, on peut souligner le professionnalisme de mes collègues sur les violences urbaines, qui ont su maîtriser rapidement des individus, interpeller des individus. Je vois pas de quoi, enfin, de quels événements il peut parler. C'est un peu caricatural. Ouais, il avait filmé une bavure policière, je crois, dans la fin des années 2000. C'était pas sur le territoire des Yvelines, c'était dans son département de Seine-Saint-Denis. Ouais, mais ça, je sais pas de quoi. Enfin, les événements. Ce film montre aussi le quotidien des policiers dans les quartiers. Ça, une chose est sûre, c'est que c'est pas évident. Qui gagnent le SMIC, qui habitent aussi dans des logements HLM. La situation est difficile pour eux. Vous parliez tout à l'heure de manque de moyens. C'est la réalité aujourd'hui. Oui. Alors, il faut savoir que mes collègues, par exemple, prenons les événements qu'il y a eu à Mantes-la-Jolie, on va l'illustrer comme ça. Moi, mes collègues sont la cible de tirs de mortier de feu d'artifice. On a un de nos collègues qui a été brûlé gravement à la cuisse. Il manque. Ça faisait des mois que l'on réclamait des tenues non-feu. On a vu les événements de Viry-Châtillon où des collègues ont été brûlés au cocktail Molotov. Nous, on réclame, par exemple, que mes collègues soient équipés de tenues justement pour faire face à cette nouveau type de violence, parce que c'est nouveau, ce phénomène de l'usage des feux d'artifice. Patrouiller dans ces secteurs-là, il vous faut des véhicules adaptés, un nombre d'effectifs conséquent. Donc c'est du moyen matériel avant tout. Oui, alors matériel, mais surtout humain. Il faut savoir que le département a été victime d'une restructuration il y a quelques années. On est passé de 19 commissariats à 9 agglomérations. De nombreux postes ont été supprimés. Et donc, quand vous avez affaire à de tels événements, forcément, c'est très difficile de faire avec les moyens que vous avez face à des individus qui sont de plus en plus violents. Et je pense que malheureusement, il y a un phénomène aussi de banalisation de ces actes-là. Vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce que ça lance une compétition à celui qui sera le plus spectaculaire ? Je ne sais pas. Ça, c'est dramatique, par contre. Je prends l'exemple du cas de Trappes, puisque Mohamed Kamli est en plateau, qui a été en tout cas retenu par le gouvernement comme un quartier de la reconquête républicaine, avec les dispositifs de la police de sécurité du quotidien. Ça, c'est pas une réponse à la hauteur, en tout cas. On n'a pas encore assez de recul. Les premiers retours sont plutôt bien perçus. D'accord. C'est une unité particulière qui, justement, a pour mission tous les jours d'aller au contact des commerçants, des citoyens, de faire des patrouilles pédestres, de faire un peu de justement police de proximité, ce qui était fait au début des années 2000. Par contre, ça coûte énormément en effectifs. Et pour mettre en place ce dispositif, d'ailleurs, Chanteloup-les-Vignes, l'agglomération de Conflans n'en a pas, par exemple. Vous voyez, donc c'est un dispositif pour l'instant très limité. On n'a pas vraiment encore de recul. Et la seule chose, c'est qu'on voit que ça coûte énormément en effectifs. On parlait du manque de moyens. Pourtant, plus de 75 milliards d'euros ont été dépensés dans le cadre de la politique de la ville en 25 ans, dont une grosse partie dans la rénovation urbaine. Mohamed Kamli, est-ce qu'à votre avis, ces moyens qui sont quand même conséquents, plus de 75 milliards d'euros, est-ce qu'ils ont été mal utilisés, à votre avis ? Alors, si je peux me permettre de revenir un petit peu sur le débat d'avant, enfin sur le sujet. Alors, effectivement, si on dit toujours qu'il manque de moyens, effectivement, il manquera toujours de moyens. La police, aujourd'hui, elle manque d'effectifs. Mais c'est le chat qui se mord la queue en réalité. Si la police réclame toujours plus de moyens, de voitures, d'équipements, etc., mais derrière, la violence, elle augmente.
Donc c'est le cercle. La violence, elle continue d'augmenter. On voit il y a 10-15 ans, la violence n'était pas la même. Les jeunes, 12-13 ans, ils étaient respectueux. Aujourd'hui, c'est les 12-13 ans qui jettent des cailloux parfois à la police. Donc la violence, elle va continuer à augmenter. C'est pas à chaque fois que la violence augmente, il faut rééquiper la police, donner les moyens. Donc les moyens, c'est pas qu'une solution, il y en a d'autres. Mais justement, si les QRR, ce dispositif, quartier de la reconquête républicaine, est un bon dispositif aujourd'hui, on va l'utiliser, mais il faut qu'il soit associé à d'autres dispositifs ou à d'autres moyens. Les associations, les habitants eux-mêmes, etc. Mais je parlais justement de la rénovation urbaine, donc plus de 75 milliards d'euros dans la rénovation urbaine, c'est-à-dire casser des barres d'immeubles, repenser l'aménagement, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais je l'ai dit pendant plusieurs années déjà, c'est repeindre les bâtiments ou faire des trottoirs neufs ou mettre des petits arbres, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est bien, c'est une réussite en termes urbanistiques, mais en termes sociaux, ça n'avance pas, ça ne résout pas les problèmes sociaux du quartier. Et la rénovation urbaine a un objectif premier, c'est quand même que les habitants se sentent bien et vivent mieux chez eux. Est-ce que les services publics ont aussi tendance à fuir ces quartiers? Est-ce qu'ils ne sont plus dans les quartiers aujourd'hui, ces services publics? Il y a eu à un moment donné une désertion de ces services publics, mais là on repart un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de réimplanter du service public dans ces quartiers. Mais c'est un tout, c'est pas juste on réimplante, on remet de la police, on redonne des moyens, c'est exactement ce que je dis à chaque fois. Si tout le monde n'est pas autour de la table pour discuter d'un phénomène, d'un problème, et tout le monde met la main à la pâte, ça n'avancera pas. Chacun tire. Qui doit passer par un dialogue. C'est une solution. On aura beau mettre des milliards et des milliards, ça n'avancera pas tant que tout le monde n'est pas autour de la table et un objectif commun. Et alors, ça passe par le politique. Comment expliquer que cette situation ne s'améliore pas? Le sociologue Fabien Jobard dresse quelques pistes de réponse. Soit ça veut dire qu'il n'y a pas eu de politique forte, soit ça veut dire que les problèmes sont plus profonds, soit ça veut dire qu'on agit sur un certain nombre de choses, mais qu'on laisse d'autres choses de côté. En gros, dans les années 2000, la politique a consisté à agir sur le bâti. On a détruit des immeubles et des tours et on a essayé de disséminer, reconstruire un peu partout ailleurs. Mais c'est une politique qui ne s'attaque pas à deux éléments fondamentaux du problème. Le premier, c'est que les jeunes hommes sans qualification qui sortent du système scolaire, il n'y a pas d'emploi pour eux. Il n'y a plus d'industrie en France. Et donc vous avez toujours une population masculine qui se trouve disponible à l'oisiveté, la délinquance, l'affrontement avec la police. Alors, l'autre explication, on ne l'écoutera pas, Fabien Jobard parlait du manque de moyens au travers de la police, on en a déjà parlé. Sur la question du chômage, 2,7 fois plus de personnes sont sans emploi dans les quartiers dits prioritaires par rapport au reste de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que le principal problème, c'est d'abord le chômage? Mais bien sûr. Quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin, il a une occupation. Il ne va pas se dire je vais taper sur la police ou je vais préparer un guet-apens pour le pompier. Il va le matin, il nourrit sa famille, il va se marier, il va faire des enfants et puis la machine va partir, la machine sociale en tout cas. Là, il est bloqué, qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 40 ans, il est en bas de l'immeuble. Julien Lecam, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le chômage, c'est en tout cas l'un des gros problèmes aussi dans ces quartiers. Je pense que ça doit favoriser. Malheureusement, il y a aussi cet élément qui est présent dans certains secteurs, c'est le trafic de stupéfiants. C'est des individus. On ne peut plus établir de dialogue avec ces gens-là. C'est des gens que la présence policière va déranger. Donc, et du coup, peut-être que le chômage conduit ces personnes à des revenus illicites, on va dire. Forcément, la drogue amène des revenus conséquents et je pense que de trouver un emploi faiblement rémunéré, est-ce que ces individus font vite le choix? Est-ce que justement rentre dans le trafic de stupéfiants? Forcément, la police est un élément qui va devenir forcément perturber tout ça. Et bon, après... par contre, pour lutter contre le trafic de stupéfiants, il faut savoir que ça coûte énormément de moyens, des véhicules SOUM, des véhicules, des unités spécialisées, c'est des heures incroyables, ça mobilise énormément de collègues. Et vous ne pouvez pas lutter contre le trafic de stupéfiants actuellement dans les Yvelines. Et justement, sur le travail des associations, si je prends le cas de Chanteloup-les-Vignes, il s'avérait que le chapiteau a été incendié. C'est le chapiteau qui était géré par une association. Est-ce que vous pensez que ce travail des associations, ça peut gêner au quotidien le trafic de stupéfiants et ça peut gêner du coup?
Et c'est pour ça qu'il y a des Là, c'est le symbole, des actes commis. C'est un symbole. Hein, quand il y a de la violence urbaine, généralement, on s'attaque à un symbole de la République, soit une école, un commissariat. Un commissariat, c'est devenu compliqué, mais on s'attaque à une école, à la poste, on va s'attaquer à la caserne des pompiers, on va s'attaquer au premier dispositif qui est là. Eux, ils savaient sans doute pas que c'était une association qui gérait, ils pensaient que c'était la ville parce que souvent ils comprennent pas trop. Donc on s'attaque au premier, on brûle des écoles. C'est tes enfants qui vont à l'école, c'est ton petit frère et ta petite sœur qui vont à l'école, mais tu brûles l'école. À un moment donné, c'est de la bêtise humaine. Non, les maires qui essayent de mettre en place des actions avec les associations, donc je parlais du cas de Chanteloup-les-Vignes, je vous propose juste d'écouter la maire sur l'incendie du chapiteau, qui est selon elle dramatique pour les enfants. Elle a été interrogée par Aurélie Ronce. Écoutez. Vous savez, quand on voit ça, on se dit mais ça va transformer durablement la vie des gamins. C'est-à-dire qu'il va plus rien ne se passer. Ça, c'est pas possible. Donc il faut aussi qu'on mette la population et les enfants dans un avenir. Les enfants ont besoin d'adultes en qui ils ont confiance, parce que c'est ça aussi, commencer à devenir un grand et un citoyen. Donc on va leur montrer qu'on est des adultes en qui on peut avoir confiance. Quand on prive justement les maires et les associations d'action de terrain comme ça auprès des jeunes, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que vous le pensez aussi? Bien sûr. Mais tout comme la question du chômage. La question du chômage, on n'attend pas que le jeune ou le grand jeune soit au chômage pour trouver une solution. Comment se fait-il qu'il est arrivé au chômage? Comment se fait-il que les dispositifs qui sont périscolaires ne sont pas assez importants? Comment se fait-il que dans nos quartiers, on a un échec scolaire? Comment se fait-il que dans nos quartiers, il y a la désertion de l'école? Ils ne vont plus à l'école. C'est pas normal. Donc, on s'attaque à la fin du parcours, c'est quand il est au chômage. Mais on n'a pas regardé qu'est-ce qu'il a fait avant le chômage. À un moment donné, s'il finit sa scolarité normalement et il part en formation professionnelle ou il continue ses études, logiquement, il devrait trouver du travail. À Trappes, on a 5 zones industrielles ou zones d'activité. Comment se fait-il qu'on a autant de chômeurs à Trappes que dans les autres villes? Alors pourtant, il y a des populations qui viennent travailler à Trappes. Et à un moment donné, il y a un problème. Le monde associatif, il a un rôle important à jouer sur ce sujet? Oui, alors vous parliez là, des dispositifs de la PSQ où les différents, on va dire, intervenants sur la vie d'une commune se communiquent, se réunissent, parlent de trouver des solutions. Bon, là, nous, la seule chose qu'on peut dire sur les événements de Chanteloup-les-Vignes, c'est que 2 individus ont été interpellés justement suite à ces violences urbaines, qu'il y a eu une réponse judiciaire, que les 2 individus ont été écroués et qu'il faut également aussi une réponse pénale à ces événements. Il faut que ces individus, ces délinquants, aient peur de la justice, aient peur des condamnations. Et là, une enquête est en cours. La sûreté départementale investigue sur les événements de Chanteloup-les-Vignes, et nous on attend également que ces délinquants, parce qu'on ne peut pas parler de jeunes, etc., nous c'est des délinquants, il faut qu'ils aient peur des conséquences et qu'ils soient condamnés lourdement pour ce genre de choses. On a vu se développer des actions, des nettoyages de quartiers, notamment dans le cadre du challenge Ma Cité va briller, la Coupe d'Afrique des Nations des quartiers qui a attiré 3000 supporters à Mantes-la-Jolie cet été. Avec l'association des présidents de comités de quartier à Trappes, vous avez organisé, Mohamed Kamli, un tournoi de football interquartier. Ce genre d'action, il est nécessaire pour apaiser les tensions, justement? C'est un début, effectivement. C'est un début parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les différents city-stades du quartier ont permis la ghettoisation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus dans le quartier d'à côté pour jouer au foot, par exemple. Pourtant, c'est banal. Et justement, et certains quartiers se sont appropriés le city-stade et ne laissaient pas les jeunes du quartier d'à côté, pourtant qui a une centaine de mètres, venir pratiquer dans ce city-stade. Donc nous, l'objectif était de réouvrir ce city-stade, cet espace public, et se dire que tout le monde est capable, en tout cas, est autorisé à aller dans n'importe quel autre city-stade de la ville, et il n'y aura pas de rivalité. Et c'est le message qu'on voulait faire passer aux jeunes, c'est que tout le monde peut venir jouer. Au contraire, il y a plus de rivalité dans le foot, dans le défi qui va être le meilleur, mais pas dans « non, c'est mon city-stade, tu viens pas chez moi ». Et c'était l'un des objectifs, c'était de réouvrir les quartiers et qu'ils puissent au moins qu'ils puissent se rencontrer autrement qu'à l'école. Alors un autre genre d'action, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, pour approcher les jeunes et les policiers, et le Proxred qui se déroule en France, des policiers sur leur temps libre qui vont à la rencontre des jeunes. Ça peut être aussi un type d'action intéressant pour rapprocher les jeunes et les policiers, casser quelques stéréotypes qu'on a de part et d'autre.
Oui, c'est des bonnes choses. D'ailleurs, c'est bien si des collègues le font. Nous, le dispositif a été abandonné depuis des années sur le département. C'était les CDLJ. C'était durant les vacances scolaires, des jeunes avaient des activités encadrées par des fonctionnaires. C'est un dispositif qui n'existe plus. Après, est-ce que ça avait un véritable impact sur la relation police-jeune? Forcément. Après, on en revient au même. C'est toujours un problème d'effectif. Là, on parle des sommes d'argent qui sont injectées. Vous parliez de 75 milliards d'euros à injecter dans les quartiers difficiles. Nous, on peut déplorer par contre que l'état des commissariats et que les bâtiments publics sont laissés à l'abandon par la préfecture. Et on manque de moyens. On a des commissariats qui n'ont pas de douche et pas de toilettes et pas de chauffage. On a eu encore le cas la semaine dernière d'un commissariat sans chauffage. Il faudrait aussi penser un peu au commissariat. Quand il y a de l'argent, c'est toujours bien d'investir dans l'urbain, mais ça serait aussi bien de penser au commissariat. Eh bien, merci messieurs d'être passés en plateau pour parler de ce sujet. Merci pour vos réponses et votre éclairage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du 7-8 débat. Belle soirée sur TV78.